Imaginez, une jeune femme issue de la haute société qui, sans aucune expérience militaire, se retrouve à la tête de 3000 espions dans la France occupée. Une femme traquée par la Gestapo, capable de s'évader d'une prison de la plus impensable des manières et dont les renseignements ont contribué à libérer l'Europe. Voici l'histoire de Marie-Madeleine Fourcade. Marseille, 1909. Marie-Madeleine naît dans un milieu privilégié, elle est instruite, raffinée et évolue dans les cercles de la haute société. Elle se marie jeune, a des enfants et mène la vie parfaitement rangée que l'on attend d'une femme française bien née du début du XXe siècle. Rien dans son parcours ne laisse présager qu'elle deviendra l'une des plus redoutables chefs du renseignement de la Seconde Guerre mondiale. En juin 1940, la foudre s'abat sur la France. Elle tombe face à l'Allemagne nazie en l'espace de 6 semaines. Alors qu'une partie de l'élite accepte l'occupation et que certains choisissent même la voie de la collaboration, Marie-Madeleine fait un choix radical, celui de la résistance. Elle s'allie avec Georges Loustonneau-Lacau, un officier de l'armée française qui commence à construire un réseau de renseignement clandestin baptisé Alliance. Ensemble, ils recrutent des agents, établissent des lignes de communication secrètes et transmettent des informations vitales aux Britanniques. Mais en juin 1941, le coup de filet tombe. La Gestapo arrête Loustonneau-Lacau. Le réseau Alliance se retrouve soudainement avec 3000 agents dispersés dans la nature, mais sans chef. Les officiers masculins se regardent et hésitent, cherchant qui osera prendre le commandement d'une structure aussi dangereuse. C'est alors que Marie-Madeleine s'avance, elle a 31 ans, elle n'a aucune formation militaire, aucune expérience en espionnage. « Je le ferai », dit-elle simplement. Les hommes sont sceptiques, c'est une femme, elle est jeune, elle n'a jamais commandé. Elle ne se soucie pas de leur avis et prend fermement la tête du réseau. Sous le nom de code de Hérisson, Marie-Madeleine va transformer Alliance en le réseau de renseignement français le plus durable et le plus redoutable de toute la guerre. Elle attribue à chacun des agents un nom de code animal, tigre, aigle, taureau, libellule. Ce qui vaudra rapidement à son organisation le surnom de l'Arche de Noé par les services secrets britanniques. Si vous aimez découvrir ces destins extraordinaires, pensez dès maintenant à liker et à vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Et surtout, rejoignez-nous sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika pour soutenir l'émission. Ce qui est important également, c'est de partager le podcast à vos amis, à votre famille et à tous les gens que vous connaissez autour de vous. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Alors d'avance, merci beaucoup. Continuons l'histoire du jour. Désormais, ces agents opèrent dans toute la France. Leurs exploits sont majeurs. Ils photographient les défenses côtières allemandes avec une telle précision qu'ils parviennent à dresser une immense carte détaillée des fortifications de Normandie. Ce document sera crucial pour la préparation et surtout la réussite du débarquement du 6 juin 1944. Ils suivent également les mouvements des sous-marins allemands permettant aux Alliés de couler les redoutables U-boats et localisent les sites de lancement des fusées V1 et V2 avant que ces armes de terreur ne s'abattent sur Londres. Chaque jour, ils risquent la mort. La Gestapo les traque sans répit, infiltrant des cellules et torturant les agents capturés. Des centaines d'agents de Marie-Madeleine sont arrêtés, des dizaines sont tués. Chaque perte est une blessure personnelle pour elle. Et chaque fois qu'un réseau est démantelé, elle le reconstruit. Elle change constamment son apparence, de coiffure, de vêtements et ne reste jamais plus de quelques nuits au même endroit. Nous sommes en juillet 1944, le débarquement a eu lieu, la libération approche, mais à Aix-en-Provence, la Gestapo finit par rattraper Marie-Madeleine. On la jette dans une cellule verrouillée en lui annonçant que l'interrogatoire commencera au matin. Elle sait parfaitement ce que cela signifie, la torture. Elle lève les yeux vers la petite fenêtre de sa cellule. Elle est haute et dotée de quelques barreaux de fer bien étroits pour qu'un corps humain puisse y glisser. L'espace fait à peine 20 cm. Mais elle refuse d'abandonner. Elle attend la nuit profonde, puis se déshabille entièrement car le moindre morceau de tissu ajoutera un volume fatal. Elle grimpe sur une chaise, elle passe d'abord la tête, le métal lui écorchant la peau. Ensuite, elle passe les épaules, elle se tourne de côté, comprime son corps et de toutes ses forces malgré la douleur aiguë, les côtes puis les hanches. Elle croit un instant rester coincée. Elle pousse plus fort, la peau se déchire, le sang rend le métal glissant et soudain, elle est dehors. Suspendue dans le vide, nue et blessée, elle se laisse tomber. Mais quelques jours plus tard, elle reprendra contact avec son réseau. La guerre s'achève en mai 1945. Après le conflit, le général de Gaulle va créer l'Ordre de la Libération, la plus haute distinction pour les héros de la Résistance.
Sur 1038 personnes décorées, on ne compte que 6 femmes. Marie-Madeleine Fourcade n'en fera pas partie. Préjugés de genre, rivalité politique, refus d'admettre qu'une jeune femme a surpassé bien des chefs militaires, la France tente de l'effacer. Mais elle ne se tait pas. En 1968, elle publie ses mémoires pour témoigner du sacrifice de ses agents. Lorsqu'elle meurt le 20 juillet 1989, à 79 ans, la République lui rend enfin hommage, l'hommage qu'elle méritait. Depuis 44 ans, elle devient la première femme à recevoir des funérailles nationales aux Invalides. La morale de cette histoire, l'héroïsme ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Il peut prendre des traits d'une femme dirigeant des milliers de soldats dans l'ombre, tout comme il peut se cacher dans la volonté inouïe de se glisser entre les barreaux de fer pour continuer la lutte. Certains héros, pour marquer l'histoire, doivent gagner leur guerre 2 fois, une première fois pour sauver leur pays et une seconde fois pour vaincre l'oubli et être enfin reconnus. C'était les histoires de Papa Mika, je vous remercie de partager ce podcast, de l'écouter et d'être fidèle, et je vous dis à très bientôt.